Bien, chers téléspectateurs de Wafrica TV, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons à la veille de la rentrée scolaire. Vous savez, la rentrée scolaire vient toujours avec beaucoup de stress chez les parents, chez les tout-petits, chez les élèves et étudiants, chez les enseignants, chez nous tous en général. Quelques jours avant la rentrée scolaire, Wafrica TV vous propose un entretien avec un spécialiste des sciences de l'éducation qui vous permettra de mieux vous préparer au challenge que représente la rentrée scolaire. Bonjour Dr Ndi. Bonjour de bonheur. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Oh, l'honneur est partagé. C'est une joie immense pour moi de faire partie de vos invités pour parler, comme vous aviez si bien dit à l'entame de votre propos, édifier les parents et les élèves et étudiants de cette problématique de la rentrée scolaire. Comment est-ce que vous l'appréhendez en tant que spécialiste des sciences de l'éducation? Qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les éléments qui vous émeuvent en une période de rentrée scolaire comme celle-ci? Bon, comment est-ce que je l'appréhende en tant que spécialiste des questions éducationnistes? Déjà, il faudrait dire d'entrée de jeu que ça rentre un peu dans le train-train quotidien de chaque année, c'est-à-dire que bon, les élèves ont fini en cycle, ils vont en vacances et ils recommencent. Et cela est toujours teinté de beaucoup d'angoisse, comme vous l'aviez si bien souligné, de beaucoup d'appréhension, compte tenu même du contexte. Si on ne saisit que le contexte camerounais, du contexte en milieu camerounais, déjà, il y a le stress chez les parents, beaucoup plus chez les parents, parce que c'est eux qui sont à la baguette. Ils doivent apprêter la rentrée scolaire sur le plan matériel et financier, et également chez les étudiants, les élèves, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qu'il faudrait qu'ils adoptent, des attitudes qu'il faudrait avoir pour appréhender la nouvelle année qui commence. Ouais. Et du coup, j'ai envie de vous demander, quelle est la dimension psychologique d'un parent? Qu'est-ce qu'un parent doit savoir quand on est proche de la rentrée scolaire? Déjà comme d'habitude, c'est-à-dire que financièrement, matériellement, il faudrait qu'il soit prêt. Vous voyez, quand je parle de l'aspect financier matériel, bon, il y a des fournitures scolaires qu'il faut apprêter, il y a des pensions ou alors une partie de la pension scolaire qu'il faut déjà régler pour qu'au moins, dès le jour de la rentrée, l'enfant ou les enfants puissent entamer les classes comme tout le reste. Oui, donc il y a déjà ça. Et compte tenu de notre contexte socio-économique, ce n'est pas du tout facile. Je sais que ce n'est pas du tout facile à l'endroit des parents. Donc certains sont angoissés, certains vont même vous dire que jusqu'à présent, sur le côté financier et matériel, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc l'angoisse est beaucoup plus du côté des parents. Mais que cela ne tienne, ils réussissent toujours d'une manière ou comme d'une autre à trouver les voies et moyens pour ne serait-ce qu'apprêter le minimum pour que dès le jour de la rentrée, les élèves et les étudiants puissent entamer la rentrée scolaire comme tous les autres camarades. Dr Ndi, vous faites bien de parler de l'angoisse. Mais on va bien remarquer que le jour de la rentrée, parfois, dans nos contextes socio-économiques, on se rend compte qu'il y a des enfants qui n'ont pas été inscrits. D'autres qui sont inscrits, d'autres qui ont totalement payé la pension, d'autres qui n'ont pas du tout commencé, d'autres qui n'ont payé qu'une partie. Est-ce que tout ça a de l'impact, un incident sur les apprenants eux-mêmes? Oui, on peut le dire. Parce que imaginez un parent déjà le jour de la rentrée qui n'est pas prêt. Cela voudrait d'abord dire que son enfant n'ira pas à l'école ou alors ne va pas entamer les classes le premier jour comme les autres de ses camarades. Je veux dire que la rentrée scolaire chez les apprenants est parfois fonction
du niveau socio-économique des parents. Oui, donc c'est un peu comme ça qu'il faut voir l'affaire. Est-ce qu'on peut remarquer quand même une différence de départ ou bien d'engagement chez l'apprenant en fonction de ce que il n'a pas été inscrit comme les autres enfants? Est-ce qu'il y a quand même des frustrations qu'on retrouve chez les enfants? Est-ce qu'il y a des frustrations? J'exagère un peu. Ouais. Un enfant qui, 2 semaines après, va se faire en retirer ou bien chasser de l'école parce qu'il n'a pas payé, d'inscription, n'a pas payé la première tranche. Est-ce qu'on voit chez lui une espèce de frustration qui peut entamer ou bien qui peut toucher le résultat qu'il peut produire? Bien évidemment, il y a de la frustration. Je disais tantôt qu'il y a un lien étroit entre le rendement des apprenants et la condition socio-économique des parents. Oui. Alors, si je m'attelle à l'exemple que vous venez de prendre tout à l'heure, un enfant qui est, disons, retiré des classes, après, par exemple, 2 ou 3 semaines, parce que papa ou maman n'a pas pu résoudre ou alors régler, soit la première, je veux dire, le nécessaire qui est demandé à cette période-là, bien évidemment, il y a de la frustration. Il y a de la frustration. Et bon, est-ce que cela peut avoir un impact sur l'apprenant? Je dis oui. Mais tout est également en fonction des, je veux dire, des capacités de ces derniers à pouvoir, je veux dire, juguler ou alors à pouvoir faire face aux conditions socio-économiques des différentes familles. Donc, c'est un aspect des choses qui, parfois, compte tenu de notre contexte, je veux dire, camerounais aujourd'hui, ça peut, c'est-à-dire, les élèves arrivent à gérer ça. Ils savent qu'à la maison, c'est pas du tout ça. Papa et maman ne sont pas au top financièrement. Et parfois, même, ils sont habitués. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à vivre ces types de situations, ces types de frustrations dont vous faites mention tout à l'heure. Donc, s'il fallait répondre à votre question, cela peut avoir un impact sur le rendement, sur les apprenants. Mais comme ils sont habitués à ce genre de situation, ils peuvent très facilement pallier à cet aspect des choses. Est-ce que le conseiller d'orientation peut aider l'enfant à dépasser, si on appelait ça une frustration, est-ce que le conseiller peut aider l'enfant à dépasser cela? Bien évidemment, cela, il est de son rôle. C'est-à-dire que le conseiller d'orientation peut avoir des séances de travail avec les élèves, cette catégorie d'élèves, pour leur permettre de pouvoir faire face. Il peut les accompagner, le conseiller d'orientation peut les accompagner à pouvoir mieux faire face à ce type de frustration. Ouais. Merci, Dr Di. Nous allons on a fini un peu avec l'étape qui consistait à parler un peu des parents. Ouais. Et sur un peu de parler de la rentrée des tout premiers apprenants. Je parle des études, des élèves de la maternelle qui arrivent à l'école pour la première fois. Et on sait qu'en grande majorité, quand les enfants arrivent pour la première fois à l'école, ils pleurent. Comment est-ce qu'un enseignant, une enseignante de la maternelle, reçoit l'enfant? Comment est-ce que le parent se comporte pour que très rapidement l'enfant s'habitue au nouveau milieu dans lequel il va être inséré? Alors, s'il faut parler de la rentrée des tout petits, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire ceux de la maternelle, oui. Il y a une chose qu'il faudrait d'abord signaler, c'est que, quels que soient les cas, il y a d'abord ce contact, je vais dire, brutal là, du petit garçon de 4 ans ou de 3 ans qui va pour la première fois à l'école. C'est-à-dire que pendant les vacances, on aura beau lui dire eh bien, tu vois, tu vas commencer les classes pour la première fois. Vous allez même voir, il est enthousiasmé. Ouais, il y a même certains, c'est-à-dire que si on lui a acheté des fournitures, il y a même certains qui dorment avec des sacs. Il est tellement enthousiasmé parce qu'il va pour la première fois à l'école. Mais il ne sait pas en réalité ce qui l'attend de l'autre côté. Voilà pourquoi parfois, quand vous amenez ces tout petits-là, 3 ans, 4 ans à l'école,
pour la plupart du temps, quand vous arrivez dans les classes de maternelle, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Et bon, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Peut-être les encourager, mais on ne peut pas éviter, je veux dire, ce contact brutal là que l'enfant a avec, que l'enfant a pour la première fois avec le milieu éducatif. Bon, les enseignantes, puisque pour la plupart c'est toujours des dames, je pense qu'elles sont suffisamment formées et elles prennent toujours assez de temps. Elles prennent toujours, je vais dire, le temps nécessaire. Ouais. Il y a même, si comme cela sera le cas d'ici lundi, vous verrez que quand vous arrivez dans cette classe de maternelle, il y a même la maîtresse, vous allez trouver certaines maîtresses avec des enfants au dos, d'autres à gauche qui pleurent. Non, elles sont habituées à ce genre de situation et vous allez voir qu'au fur et à mesure, une semaine après, l'enfant finit toujours par s'habituer. Donc, en milieu éducatif, il y a ce chemin que l'étudiant, l'apprenant pour la première fois, doit faire lui-même. Et je ne pense pas qu'il y a trop grand chose que le parent puisse faire. Hein. Au-delà de l'accompagner, ce qui est sûr, c'est qu'il va pleurer. C'est-à-dire que vous l'accompagnez à l'école, il voit le parent qui rentre et on le laisse là avec des inconnus, entre guillemets. Bien évidemment, il va pleurer. Et les maîtresses savent toujours comment est-ce qu'il faut gérer ce genre de situation. Et chemin faisant, au fil des temps, l'enfant finit par prendre goût et ça devient comme une routine pour lui. En fait, vous nous dites que c'est normal qu'il pleure. Oui, c'est normal qu'il pleure. Bon, est-ce que s'il ne pleure pas, est-ce que le parent doit se remettre en question? Non, pas forcément. Tous ne vont pas réagir de la même manière. Mais pour la plupart des cas, parfois, ils sont en pleurs. Quand vous arrivez dans ce genre de classe, il y a certains qui ne pleurent pas et d'autres parfois ils pleurent. Mais c'est normal qu'un enfant pleure puisqu'on le coupe brutalement du cadre familial à l'autre milieu. C'est-à-dire que désormais, chaque matin, jusqu'à une certaine heure, il va faire face avec des inconnus, entre guillemets. Ce n'est pas du tout évident. Mais il finit toujours par s'habituer et ça devient comme un jeu. Avant qu'on ne parle des apprenants un peu au-dessus, comme par exemple ceux du primaire ou des élèves du secondaire, j'ai bien envie de discuter avec vous d'un phénomène qu'on observe. Ouais. On observe que beaucoup de parents inscrivent pendant les vacances les enfants dans des cours de vacances. Comment est-ce que vous prenez cela? Je ne veux pas dire est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise. Ouais. Est-ce que ça doit se faire? Est-ce que ça permet à l'enfant de mieux se préparer pour la rentrée scolaire? Déjà, il faudrait dire qu'il faut relativiser les choses. Hein? Parce que quand on dit vacances, il y a l'idée de vide, il y a l'idée de vacuité. Oui. C'est-à-dire que l'enfant qui a fini les classes et qui va en vacances, le mot vacances veut dire que, il va apprendre autrement. Oui. Disons ça comme ça, il va apprendre autrement. Et c'est un peu aujourd'hui, comme on dirait dans la nouvelle pédagogie, qui parle des approches par compétences. C'est-à-dire que l'enfant apprend de manière pratique. Oui. Il va s'évader, mais c'est un peu une évasion entre guillemets. Vous voyez? Il va s'évader, mais c'est une évasion entre guillemets, puisqu'il apprend maintenant autrement. Alors, vous posez la question de savoir, est-ce que les cours de vacances sont une bonne ou une mauvaise chose? J'ai dit qu'il faut relativiser la question, mais il faut savoir que à une certaine période, je vais dire à la veille de la rentrée scolaire, il est quand même de bon ton qu'on stimule, je veux dire, le cerveau de ceux qui vont désormais reprendre la route de l'école. Ouais, c'est un peu comme dans le football. Vous avez vu la reprise des championnats là, qui a commencé il y a quelques temps. On dit les championnats reprennent dans 3 semaines ou alors dans un mois. 2 semaines, 3 semaines avant, les joueurs regagnent les clubs et il faut qu'ils se mettent en condition physiquement, psychologiquement pour pouvoir mieux aborder le championnat qui arrive. C'est la même chose. L'esprit est comme le corps et à un certain moment quand même, à la veille, à l'approche des rentrées scolaires, il faudrait quand même stimuler parce que ça fait quand même 3 mois que le cerveau est en hibernation. Il faut quand même le stimuler pour que la mayonnaise puisse prendre. Parce que vous allez voir que chez certains élèves, ils ont du mal à démarrer. Et vous allez observer des résultats à partir peut-être d'un certain temps. Oui. Toute la période là, l'enfant est un peu
dans une période d'errance parce que le cerveau n'a pas été suffisamment stimulé. Oui. Or, pour moi, je pense que on peut, les cours de vacances, il est normal qu'un enfant se repose, il est normal qu'un enfant apprenne, qu'il s'évade, qu'il fasse autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire, mais à la veille quand même des rentrées, je pense qu'il est nécessaire qu'on stimule quand même son cerveau pour qu'il puisse, afin qu'il puisse être, je veux dire, en alerte dès les premiers jours de classe. Du coup, même si un enfant ne peut pas faire les cours de vacances, il serait important que 2 ou 3 semaines avant, qu'il commence à lire des ouvrages, à faire des lectures, pour mieux être rentré. Et les parents devraient s'en occuper à ce moment-là. Oui, surtout pour les plus petits, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. C'est-à-dire que, oui, pas forcément des cours, mais bon, peut-être ceux qui font des cours de vacances vous disent, bon, il faudrait combler les lacunes et autres. Bon, c'est peut-être ça, mais pour ma part, je dis, il est de bon ton que un apprenant stimule quand même son cerveau avant d'engager les hostilités dès les premiers jours de la rentrée. Docteur Ndi, parlons d'un enfant qui reprend sa classe. Ouais. Un enfant qui reprend sa classe, est-ce qu'il doit avoir une psychologie différente d'un enfant qui est nouveau dans la classe? Quelle est la psychologie qui doit être la sienne au moment de reprendre l'école? Parce que, pour bien éclairer la question, quelquefois quand on reprend une classe, surtout ceux qui reprennent les classes d'examen, ils vont comme s'ils avaient des acquis. Est-ce que c'est l'attitude à avoir? Pas du tout, pas du tout. Je pense que si un élève a été recalé à un examen, il y a des attitudes et des habitudes qu'il devrait adopter. Alors, déjà en un, il faudrait comprendre qu'il est différent de celui qui vient dans une classe antérieure et qui le retrouve. Parce que, vous savez, pour ma part, je pense qu'un enfant qui a été recalé à un examen, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'abord essayer de reprendre conscience. La reprise de conscience, c'est quoi? Ou alors suppose quoi? Suppose qu'il soit suffisamment honnête envers lui-même. Ouais, parce que je vais vous dire une chose, quand vous êtes recalé à un examen, vous savez toujours pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Mais il faudrait que vous soyez suffisamment honnête envers vous-même pour savoir où est-ce que vous avez buté et qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas. Et quand vous faites, vous prenez conscience, quand vous faites cet état de lieu-là, je pense que c'est un pas pour résoudre le problème. Deuxième chose, il faudrait que l'esprit soit comme, je vais dire, neuf. Or, ces enfants, parfois, vous les voyez, ils vont à l'école, ils traînent avec eux les anciens cahiers. Vous voyez? C'est-à-dire quand l'enseignant fait le cours devant, il compare les cours qu'il a fait l'année antérieure avec ce que l'enseignant est en train de faire. Et c'est des choses, c'est des attitudes qui ne lui permettent pas de pouvoir avancer. Ouais. Donc, il doit prendre conscience, il doit suffisamment être honnête envers lui-même, savoir que il y a telle ou telle matière qui n'a pas marché. Et quand l'enseignant fait cours, je vais dire l'année suivante, s'il est assez consciencieux, il saura qu'à tel ou tel niveau, ça n'a pas marché. Ouais. Oui. Donc, je dis il faudrait qu'il soit suffisamment honnête envers lui-même, qu'il prenne conscience. 2, il faudrait qu'il aborde l'année suivante avec un esprit neuf. C'est-à-dire qu'il se débarrasse des anciens cahiers, c'est pas qu'il les jette, il peut les lire à la maison. Est-ce qu'il faut les lui enlever? Est-ce qu'on doit les lui enlever? Pas forcément, parce que il peut arriver que, par exemple, l'année qui suit, qui a un problème avec des enseignants, que parfois c'est des cours qu'il a fait antérieurement, je veux dire qui sont mieux élaborés ou alors suffisamment élaborés que ce qu'il est en train de faire l'année où il reprend la classe. Ce n'est pas qu'il faut les lui enlever, mais ce n'est pas des cours qu'il doit traîner en classe pour passer le temps à comparer les enseignants, à comparer les enseignements avec, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est des cours, il peut les lire à la maison, mais quand il va à l'école, il se dit, c'est une nouvelle année qui commence, il faudrait que je sois
dans le même état d'esprit que celui qui vient dans la classe antérieure. Parce que si vous ne prenez pas ces dispositions-là, il est beaucoup plus facile que vous passez 1, 2, 3, 4, 5 ans dans une même salle de classe. Donc, je pense que celui qui reprend la classe ne doit pas étudier, ou alors il est différent de celui qui vient dans une classe antérieure. Il y a des habitudes, il y a des attitudes qu'il faudrait avoir pour que le succès soit au rendez-vous la prochaine année. Donc, il arrive que quand il reprend la classe, il a les mêmes enseignants qui lisent ou dictent les mêmes cours, les mêmes enseignements. Maintenant, chez l'enseignant, est-ce que l'enseignant doit recycler son cours quand même? Et après combien de temps? Est-ce qu'il est normal qu'un enseignant vienne sur 2-3 ans, lire ou dicter les mêmes cours? Du coup, l'enfant qui reprend la classe semble entendre ou entendre les mêmes leçons qui lui ont été données. Comment est-ce que l'enseignant fait pour résoudre ce type de problème? Bon, déjà, il faudrait, ceux qui sont enseignants savent que un cours peut se recycler. Après 1 ou 2 ans, il faut recycler le cours. Oui. Bon, les enseignants vous diront aussi que les cours ne sont pas faits fondamentalement pour ceux qui reprennent. On pourra même, reprocher à celui qui reprend le fait qu'il soit encore là, puisqu'en temps normal, il n'est plus censé écouter les mêmes enseignants, les mêmes enseignements, je veux dire. Mais on sait que sur le plan pédagogique, après 2 ans, il faut recycler les cours, il faut repenser. C'est peut-être le même cours, c'est peut-être les mêmes, mais il faut le repenser autrement. Autrement, oui. Ouais. Donc, des enseignants formés et consciencieux savent ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas de figure. Est-ce que l'administration peut aider, peut-être en faisant une espèce de rotation des enseignants, en allant sur le préjugé qu'ils ne changent pas nécessairement les cours? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les administrations des établissements essayent de les roter pour que les mêmes enseignants ne se retrouvent pas dans les mêmes classes et en fassent parfois des élèves qui ont repris la classe? Ben, c'est une des mesures. Je pense que dans des institutions, dans les établissements assez consciencieux, il y a des choses, je veux dire, on peut adopter des comportements comme ce que vous venez de faire mention tout à l'heure, pour qu'en réalité ça ne soit pas de la routine. Voilà. Il y a des établissements qui ont des inspecteurs qui sont chargés des suivis des enseignants. Je pense qu'ils peuvent très facilement résoudre ce type de problème. Docteur Ndi, parlons de l'emploi de temps de l'étude. Est-ce qu'il est fait le jour de la rentrée, c'est-à-dire le soir de ce jour-là? Est-ce qu'il est fait avant? Est-ce qu'il est fait 2 semaines après? Comment est-ce qu'un étudiant, est-ce que l'emploi de temps d'études se fait, est-ce que c'est avec le parent? Est-ce que c'est le professeur titulaire qui aide à faire avec les élèves? Est-ce que c'est l'élève seul? Quel conseil donner à nos apprenants? D'abord, il faudrait dire que l'emploi du temps proprement dit ne peut être mis en valeur que si les cours ont commencé et que vous savez comment est-ce que à l'école, en salle, les enseignements se suivent. Et vous allez, je veux dire, élaborer votre emploi du temps en fonction des différentes disciplines et des différents horaires. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, puisqu'on pourrait dire, ça c'est aussi une espèce d'emploi de temps, il y a même au départ la discipline personnelle que l'étudiant devrait avoir, ou alors l'élève, puisque nous parlons. Il y a une discipline personnelle que l'élève devrait avoir. Je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, pour un élève qui reprend, il faudrait qu'il soit assez consciencieux. Consciencieux voudrait dire qu'il essaye aussi d'être discipliné d'une certaine manière. Savoir que, bon, je vais à l'école, à telle heure, il ne faudrait plus que je fasse ci ou je fasse ça, ou alors je dois faire ci, je dois faire ça, je dois me coucher à telle heure, je dois me lever. C'est tout ça, en réalité, qui fait la réussite. Alors, maintenant, parlons de l'emploi du temps proprement dit. Je pense que il est d'abord fait en fonction des qualités et des capacités de l'élève. Bon, il y a ceux qui peuvent se lever très tôt le matin et commencer à étudier, et d'autres pas. Donc, tout dépend et chacun peut arranger en fonction, comme vous avez dit, c'est-à-dire que les enseignants, les parents, avec l'élève ou l'enfant à la maison, peuvent l'aider.
Mais c'est l'élève qui est au centre. C'est lui qui a même d'élaborer son emploi du temps en fonction de ses capacités, en fonction de ses qualités, en fonction de comment il ressent la chose. Ouais. Mais de plus en plus, on observe avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, une très haute distraction chez nos enfants. Déjà qu'on constate que même les adultes ne sont pas toujours assidus, concentrés sur ce qu'ils font. Est-ce qu'il n'est pas important que les parents soient de plus en plus regardants par rapport à ces questions? Il y a ça, on pourrait même dire que c'est les dérives de l'ère du temps. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus écarter tout cet arsenal-là, les téléphones, les réseaux sociaux. Mais il faudrait trouver un juste équilibre, une juste balance, un juste milieu. C'est-à-dire comment faire avec, comment est-ce que l'enfant se situe. C'est-à-dire les cours qu'il doit faire, son école et ces distractions-là. Et pour certains parents, bon, il y a des parents qui peuvent dire, bon, à telle ou telle heure, tu ne touches pas le téléphone. Mais pour des élèves qui sont assez consciencieux, ils peuvent gérer ce genre de situation eux-mêmes. Mais pour ceux qui ne le sont pas, les parents peuvent les aider. Ouais, les parents peuvent les aider et à mieux gérer ce genre de situation. Mais comme je vous ai dit au départ, tout est fonction de la conscience de l'élève. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème avec la jeune génération. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent être grands, ils aiment les bonnes choses, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour être grand ou alors pour avoir des bonnes choses. Ils pensent qu'on va devenir grand en dormant, on va avoir des bonnes choses sans faire un peu de sacrifice. Non, il y a toujours des sacrifices qu'il faut faire et c'est à eux. Hein. C'est à eux. C'est pas toujours, le parent n'est pas toujours obligé d'être derrière toi. Il faudrait que tu sois assez consciencieux pour savoir que non. Le téléphone, en réalité, c'est des distractions. Quand est-ce que je peux m'amuser avec le téléphone? Quand est-ce que je dois être sérieux pour étudier mes leçons? Donc, tout ça est fonction du degré de conscience. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler à la conscientisation des élèves. Les parents devraient beaucoup plus travailler à la conscientisation de leurs enfants. Parce que ça ne sert à rien de jouer les policiers derrière eux. Ouais. L'enfant peut être là, bon, il est dans sa chambre, il passe le temps sur le téléphone. Quand il sent que vous arrivez, il cache le téléphone et il vous donne l'impression qu'il étudie. Or, au fond, ce n'est pas ça. Ouais. Et justement, ça me permet de vous poser la question. Ouais. Quelle éthique pour le téléphone? Est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'un parent doit régulariser le téléphone qu'il donne à son enfant? Doit-il donner le téléphone à l'enfant? Faut-il supprimer, ne pas donner le téléphone? Est-ce que le parent ne doit pas être davantage regardant? On parle du téléphone, parlons tout simplement des écrans. Avec tout ce qui s'y passe, avec de plus en plus des choses qui passent sans avoir de limite d'âge, comment est-ce que nos parents, surtout en Afrique, comment est-ce que nos parents abordent ces questions? Bon, déjà, s'il faut répondre à votre question, je pense que pour ceux qui connaissent les outils un peu très modernes de la haute technologie, que ce soit sur les téléphones, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. Je ne sais pas comment est-ce que... Bon, est-ce qu'il faudrait déjà que, même à partir du téléphone, le parent essaie de limiter, c'est-à-dire circonscrire ce qui est bon. Le type d'activité que l'enfant peut... Voilà. Mais comme j'ai dit... Du coup, ça pose la question, est-ce que le téléphone de l'enfant doit être connecté à Internet? Est-ce que si c'est connecté à Internet, il a la plage? Il peut aller dans ce qu'il veut, dans ses propres choix. Quel conseil de nos parents? Ben, déjà, si vous ne connectez pas l'appareil de l'enfant sur Internet, il ne va pas le prendre. Pour lui, ça ne servira à rien. Oui. Il y a déjà ça. J'ai dit, il faut toujours essayer de trouver le juste milieu. Hein. Mais de plus en plus, il faudrait que les parents soient assez regardants. Parce que autre chose aussi, c'est vrai aujourd'hui, on accuse la jeune génération, mais les parents aussi sont pour quelque chose. C'est-à-dire que les parents, on remarque que certains, pas tous, il y a certains parents qui ont démissionné. La rentrée, l'école, ce n'est pas seulement que, bon, vous avez payé la pension, les fournitures scolaires et tout, et vous laissez... Non, il faut suivre l'enfant du premier jour jusqu'au dernier. Il y a parfois les parents, ils demandent des résultats,
mais eux-mêmes ne se sont jamais assis avec leurs enfants pour soit les accompagner dans les études, soit il faut contrôler. Je veux dire qu'il faudrait que les parents soient assez regardants pour essayer de régulariser tout ce qui est comme outils, téléphone, réseaux sociaux et autres. Ils vous retoqueront qu'il y a les répétiteurs. Les répétiteurs? Quelle relation entre le répétiteur et le parent, entre le répétiteur, le parent et l'enfant? Quelle relation y a-t-il entre le répétiteur? Bon, déjà, le répétiteur, à notre époque, par exemple, nous, on n'avait pas de répétiteur. Bon, aujourd'hui, c'est un effet de mode. C'est parfois aussi, je dis pas que c'est ça de façon systématique, parfois aussi, ça fait partie de la démission des parents. Ouais, c'est-à-dire que, bon, le parent, il a payé la pension, les fournitures, il a payé le répétiteur, et il se dit que c'est terminé, non. Même quand il y a le répétiteur, le parent doit veiller à ce que le répétiteur fait et ce que l'enfant fait. Ouais. Il y a toujours, je veux dire, ce savant mélange-là, cette synchronie qu'il faudrait que c'est le parent qui doit contrôler et le répétiteur et ce qu'il fait et est-ce que l'enfant assimile bien les cours de soutien qui lui sont faits en dehors des cours qu'il reçoit à l'école. Peut-être que malgré le répétiteur, il va quand même falloir que le parent se rassure de ce que l'enfant peut faire seul. Parce que si on prend un répétiteur, c'est pour apporter du soutien à l'enfant. Ouais. Mais c'est surtout pour que les connaissances et les savoirs qui sont donnés restent chez l'enfant. Le parent, peut-être, sa mission serait de se rassurer qu'il y a quand même un gain à avoir un répétiteur par rapport à son enfant. Oui, c'est-à-dire que si un enfant pense qu'il peut, je vais dire, tout apprendre seul, bon, la présence du répétiteur n'a plus, voilà, sa raison d'être n'est plus fondamentale. Oui. Sa raison d'être n'est plus fondamentale. Il y a des élèves aujourd'hui qui peuvent apprendre seuls. Nous, on a appris seuls. Voilà. On n'avait pas tellement besoin des répétiteurs. Mais je dis, tout ça est fonction de l'évolution du temps. Docteur, parlons des bleus, comme on les appelle chez nous. Ouais. Les enfants qui ont fini le premier cycle, le cycle du primaire, et qui vont au secondaire pour la première fois. Ouais. Les enfants qui ont achevé cours moyenne 2 et qui vont en 6e. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est à ce moment-là que les choses commencent un peu à se compliquer. Parce que quand l'enfant quitte le primaire, ou je veux dire la surveillance, ou la discipline, ou alors ce qui se passe dans le milieu scolaire devient tout à fait différent parce que ce qui se passe au primaire n'est pas forcément ce qui va se passer au secondaire. Les milieux changent et le parent devrait beaucoup plus, ou alors devrait doubler d'éveil. Ouais. Parfois, à ce niveau-là, beaucoup d'enfants vont se perdre parce que c'est des milieux où vous rencontrez des enfants qui ont des habitudes un peu pas très orthodoxes, qui peuvent entraîner très facilement. Qui fument la drogue, il faut le dire. Voilà. Il faut le dire, voilà. Oui. Et qui peuvent très facilement entraîner votre enfant au point où vous hébergez désormais un monstre à la maison. L'enfant va à l'école, il vous donne l'impression que tout va bien, tout baigne. Mais parfois, même quand vous avez des rumeurs, on vous dit votre enfant a fait ci, ça, ben vous dites non, mon enfant ne peut pas il ne peut pas faire, voilà. Mais au fond, ouais, il a été peut-être dérouté par un camarade, ses camarades, avec le milieu qui a changé. Donc, je pense que c'est même à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être, c'est vrai aujourd'hui, ils vont à l'école, au lycée, ils abordent l'enseignement secondaire étant très précoce, et c'est aux parents de veiller de plus en plus. Peut-être aussi qu'il va falloir que les établissements scolaires associent plus encore les parents dans l'éducation de leurs enfants. Oui, il y a ça. Et il y a même, vous parlez d'éducation, des établissements scolaires, vous voyez, il y a des phénomènes aujourd'hui qu'on vit, c'est-à-dire que vous arrivez dans les établissements, en fait c'est des foyers de gangsters. Vous voyez, c'est-à-dire que vous arrivez dans une classe, je ne sais pas, 3e, seconde, machin, il y a des enfants là-bas qui dictent leurs lois. Ouais.
Et je pense que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'attirer l'attention du gouvernement. Pourquoi ne même pas mettre associé, je veux dire, les forces de l'ordre avec les vigiles quand on Je crois que c'est davantage ça, parce Ouais. qu'il y a des polices, les polices des établissements, je crois, Ouais. ça existe. Oui, c'est nécessaire parce Oui. que, je veux dire, les enfants qu'on a aujourd'hui, c'est des gars parfois très dangereux. Oui, très dangereux qui, bon, je ne vous le fais pas, je ne vous l'apprends pas. On est tous au courant de certaines situations. D'un enfant qui a poignardé un enseignant, voilà, des choses d'un enfant qui a poignardé son camarade, Voilà. des couteaux qu'il y a dans le sac. Voilà. Et du coup, peut-être que le parent doit peut-être savoir ce qu'il y a dans le sac de son enfant quand il sort de la maison. Il y a ça. Bon, c'est-à-dire que c'est une synergie entre les parents, les enseignants et ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre au sein des établissements. Oui. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faudrait que la jeune génération aujourd'hui soit beaucoup plus conscientisée. Il faut beaucoup de... Parce que ça ne sert à rien de jouer les policiers derrière les élèves. Il faudrait qu'ils soient conscients et qu'ils savent que si je vais à l'école, c'est pour tel ou tel objectif. Docteur Ndi, on a des enfants que des parents envoient dans des internats. Ouais. C'est quoi? C'est un phénomène de mode? C'est un débarras? C'est de l'irresponsabilité? C'est du transfert de ces responsabilités vers d'autres personnes? Comment est-ce que vous appréhendez ça en tant que spécialiste? Je veux dire que c'est un peu tout ça. Parce que quand vous allez voir la catégorie des élèves qui vont dans les internats, c'est parfois des enfants qui sont sortis de familles aisées. Je ne dis pas tous, mais pour la plupart, oui. Ils sont sortis de familles aisées, c'est-à-dire que le papa et la maman n'ont pas assez de temps. Et on se dit, bon, il faut aller l'abandonner à l'internat. De temps en temps, on enverra de l'argent. Quand on a le temps, on peut passer voir comment est-ce qu'il va et tout. D'un côté aussi, il y a, comme vous avez souligné tout à l'heure, il y a un peu de ça. C'est-à-dire les parents ont démissionné. Ils se disent, on va le caser là-bas, il peut se débrouiller. Il y a un cadre dans lequel il va apprendre et tout. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Parce que les enfants qui vont dans ces milieux-là, les internats, ouais, c'est des foyers de tout ce qui n'est pas bon. La délinquance, l'homosexualité, disons les choses telles qu'il faut. Oui. Voilà, et toutes les autres dérives que vous connaissez. Donc, il faudrait, comme j'ai dit, les parents doivent être de plus en plus conscients. L'internat, ce n'est pas un endroit où on va abandonner des enfants parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui. Non. Oh. Et quand bien même on les met, on les envoie à l'internat, il faudrait que nous continuions toujours à veiller. Voilà. Voilà pourquoi le dialogue est fondamental. Docteur Ndi, on remarque d'ailleurs que beaucoup d'enfants, nous nous souvenons de nos camarades qui disaient à leurs parents qui avaient l'intention de les envoyer à l'internat, tu veux déjà te débarrasser de moi. On remarque qu'en général, l'enfant qu'on envoie à l'internat, ouais, c'est un enfant qui a, disons comme on dit chez nous, dépassé le parent. Voilà. Comment est-ce que le spécialiste prend ça? Quelle responsabilité pour celui qui l'accueille à l'internat? L'internat, est-ce une prison? Est-ce une maison de réparation? Est-ce une maison de psychiatre ou de psychologue? Voilà, comment est-ce qu'on aborde cela? Quel est le sentiment que l'enfant a? Est-ce qu'il ne se replie pas davantage sur ses vices? Comment est-ce qu'on parle de ça? Déjà, il faudrait établir un dialogue, je vais dire franc, quand vous décidez d'envoyer votre enfant dans un internat. Il ne faudrait pas que cela se fasse de façon, je veux dire, unilatérale. Vous décidez que, bon, toi, à partir de l'année prochaine, tu vas... Non. Il faudrait même que l'enfant sache pourquoi est-ce qu'il va à l'internat. Est-ce qu'effectivement, parce que, bon, vous savez, il y a des parents, parfois, ils ne sont pas au pays. Ils résident peut-être tous à l'étranger, ou alors... Ils peuvent faire un mois au pays, un mois à l'étranger et tout ça. Peut-être au niveau de la famille, c'est pas ça. Ils décident que bon, l'enfant va... Il faudrait que l'enfant sache exactement pourquoi est-ce que je vais à l'internat. Oui. La décision ne doit pas être unilatérale. Parce que si la décision est prise de façon unilatérale, eh bien c'est un monstre que vous allez former. D'abord au départ, il ne veut pas. Et quand quelqu'un ne veut pas, ben, il ne veut pas.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien espérer d'un tel enfant. Donc je pense que le dialogue est fondamental. Il faudrait que l'élève qui va à l'internat, qu'il sache exactement, je veux dire qu'il consente réellement à y aller. Et éventuellement que celui qui l'accueille à l'internat sache le profil de l'enfant qu'il accueille, voilà, pour savoir ce qu'il est supposé corriger. Tout à fait, parce qu'il ne faudrait pas seulement que ce soit des milieux où, bon, des centres commerciaux, oui, ouais, disons ça comme ça. Il faudrait aussi, c'est des enfants qu'on vous confie, et je pense que vous devez les éduquer selon les règles de l'art. Oui. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a un canevas, est-ce que l'État a quand même prévu un protocole d'accompagnement des enfants qu'on envoie à l'internat? Est-ce que ça existe? Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que chaque foyer ou alors chaque internat a parfois sa discipline à lui. Hein? Oui. Oui, je pense que c'est chaque établissement qui a un internat qui élabore sa discipline et ses méthodes de travail. Pas forcément l'État. À ma connaissance, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et compte tenu de certains internats que je connais. Donc, la discipline est élaborée à l'intérieur et les méthodes de travail aussi. Et parfois, il faut également souligner qu'il y a des internats en réalité qui ressemblent à des centres de détention. Hein. C'est-à-dire que on abuse l'enfant avec les études, à telle heure, il faut... Non. C'est-à-dire que ça doit... Voilà pourquoi ça doit se faire par les spécialistes. Ouais. Oui. Il faudrait davantage qu'on retrouve des spécialistes de l'éducation dans ces centres-là. Oui. Ouais. Je pense qu'ils seront en même de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner cette catégorie d'élèves ou d'enfants qu'on nous apporte. Et non pas des gens qui ont leur doctrine dans leur tête et qui veulent l'imposer et qui pensent que c'est ce qu'ils pensent qui est juste, ou alors qui devrait être. Qui devrait être. Oui, tout à fait. Docteur Di, finissons par là. Parlons des plus grands, des gens qui viennent de passer le bac. Ouais. Et, ils sont sûrs que le monde est à leurs pieds. Ils vont aller à l'université. Quel type d'orientation est-ce que vous pourrez leur conseiller? Comment est-ce qu'on choisit une filière, pour être plus concret? Alors, comment est-ce qu'on choisit une filière? Je pense à cette question, il faudrait poser une autre question en amont, qui est celle de savoir pourquoi éduquons-nous? C'est-à-dire que pourquoi on éduque un enfant? Et s'il fallait répondre à cette question, je dirais que on éduque un individu, un enfant, pour qu'il soit épanoui. Et par-delà l'épanouissement viendra l'utilité, je vais dire économique. Or, j'essaie un peu de vous donner un bref aperçu de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Vous allez remarquer que l'environnement social, étant pour moi, dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est un environnement sans épanouissement. Quand je dis sans épanouissement, c'est-à-dire que les enfants ne rêvent plus. Vous voyez? Oui. Ce qui prévaut, c'est l'utilité économique. Il y a parfois, quand l'enfant a fini le cycle secondaire, vous voyez, avec le parent à la maison, quand le parent ne lui impose pas, il dit non, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce qu'en faisant telle discipline, tu seras ci, tu seras ça, tu seras ça. On va même te dire que non. Il y a un type de discipline qui ne paye pas. Ça n'amène nulle part. Vous voyez? Donc, il y a ce problème-là. Il y a déjà cet environnement-là et qui conditionne en même temps les parents. Donc, l'environnement conditionne les parents et on remarque que au sein de la famille, les parents ont les mêmes comportements. Ils disent à l'enfant, toi tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça parce que ça ne paye pas. C'est plutôt telle filière qui paye. Alors, pour répondre à votre question, je pense que c'est le devenir d'un élève ou d'un individu est fonction déjà de ses capacités, de ses qualités, vous voyez, et de ses résultats à l'école. Je pense que c'est à partir de là qu'on peut l'orienter. Et de ses envies, de ses désirs également.
Aujourd'hui, un parent va vous dire, bon, je veux que tu sois médecin. Mais est-ce que l'enfant vous a dit que lui, il va être médecin? L'enfant ne vous a pas dit qu'il va être médecin. Ouais, chaque individu vient quand même sur Terre avec une mission, hein. Oui, avec son potentiel. Hein. Et il ne faudrait pas que les enfants ne doivent pas réaliser les fantasmes des parents. Ouais. Non, si vous n'avez pas pu faire telle ou telle chose, forcément, il ne faudrait pas l'imposer à votre enfant. Je pense que vous devrez, quand l'enfant a eu peut-être son bac, et vous devez discuter avec lui et lui demander, la question qui est fondamentale, c'est, tu penses que tu peux faire quoi? Tu voudrais faire quoi? Et à partir de là, vous allez accompagner, le parent accompagne l'enfant afin qu'il puisse atteindre son plein épanouissement. Ouais. Or, s'il n'atteint pas, si on met au devant l'utilité économique, on aura tout faux. Ouais. Parce que un enfant qui est épanoui, sur le plan économique, il peut être utile. Mais si on met l'utilité économique, je veux dire que l'utilité économique n'engendre pas forcément l'épanouissement. Mais l'épanouissement peut engendrer l'utilité économique. Donc il y a ça. Mais si nous mettons toujours en avant l'utilité économique, on va, je veux dire, gaspiller le potentiel des enfants. Donc c'est un construit, c'est une synergie entre les qualités de l'élève, entre ses désirs et entre ses résultats, je veux dire, à l'école. Et c'est à partir de là qu'on peut dire, l'enfant veut dire, moi j'aimerais faire philosophie, j'aimerais faire histoire, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Non, il ne faudrait pas lui dire non. L'histoire là, la philosophie là, c'est le bavardage. Il faut aller faire droit parce qu'on s'est dit que non, en allant faire droit, forcément, on sera tous des magistrats. Or, bon, la réalité, c'est pas ça. Donc je pense que il faudrait laisser les enfants rêver. Vous comprenez? Oui. Il faudrait que les enfants réapprennent à rêver. Et il faudrait que les parents, leur mission c'est quoi? C'est d'accompagner les enfants à atteindre leur plein potentiel. Et à partir de là, je pense que c'est à partir de là qu'une société se construit. Hein. Parce que quand vous n'avez qu'une société où des gardes, à dire ce n'est que le gain, en faisant si tu vas gagner quoi? Vous aurez une société d'automates, vous aurez une société de monstres. Vous voyez? Or, si les gens sont davantage plus épanouis, je pense qu'ils pourraient être utiles à la construction de leur société. Docteur Ndi, vous êtes universitaire, vous savez comment ça se passe. Quelquefois, vous avez parlé des étudiants qui sont, des nouveaux étudiants qui sont en rapport avec les parents et des parents qui choisissent, on connaît pas, voilà, par exemple la phrase, voilà l'argent, va t'inscrire en droit à soi. Ouais. L'enfant n'a jamais été interrogé, il n'a jamais eu un entretien entre le parent et lui. Mais on connaît quand même dans nos universités des jeunes étudiants qui arrivent, qui font la première année en biochimie, c'est compliqué, il va faire une première année en physique, c'est compliqué, il va faire une première année et après il va faire le concours de l'ESSIC, de la police. Bon, finalement, on se demande ce que recherche le sujet. Vous avez bien fait de dire qu'il faut laisser les enfants s'épanouir dans les choix qu'ils font, mais qu'est-ce que vous leur dites à eux, les étudiants? C'est probablement la dernière question de notre entretien. Alors, qu'est-ce que je leur dis à eux, les étudiants? Si déjà ces préalables sont posés, c'est-à-dire que le choix de la filière a été fait avec les parents à la maison, les parents ont consenti au choix de la filière, il appartient maintenant à l'enfant. Vous savez, l'école ne change pas. Hein. De la maternelle à l'université, c'est la même chose. Si vous n'y mettez pas le sien dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas. Vous aviez été à l'université, vous savez qu'à l'université, si vous ne travaillez pas suffisamment, les résultats ne vont pas suivre. Donc c'est la même chose. Quand ces enfants vont là, bon, ils se disent, c'est la liberté, on attend. Non. En fait, je veux dire que c'est une pseudo-liberté. Vous voyez, c'est le temps pour toi d'être plus consciencieux et de te mettre dans tes études. Ouais. Donc, c'est la même attitude que tu devrais avoir depuis l'école primaire. Voilà. Sauf qu'à chaque niveau, les choses changent. Donc, si vous ne vous mettez pas au travail quand vous êtes à l'université, quand vous entamez les études universitaires, si vous pensez que vous allez dormir et que les choses vont arriver comme ça, il sera très difficile pour vous que les résultats s'en suivent. Donc, je cours rapidement vous poser la vraie dernière question de notre entretien. Ouais.
Parfois, l'enfant choisit son université Ouais. en fonction de la ville où les parents ne s'y retrouvent pas. Parce qu'il veut une certaine liberté. Ouais. Il va à Soa, il va à Yaoundé, il va à Douala, à Tchang, ou Ngaoundéré ou à Maroua, pour ne citer Aïbolova ou bien ailleurs, Ouais. parce qu'il veut quitter la tutelle des parents. Ouais. Il a une nouvelle chambre, il est seul dans sa chambre, il vit une vie en pleine autonomie, en pleine liberté. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment? Parce que les parents ne sont plus là, il n'y a personne pour suivre désormais. Comment est-ce qu'il fait pour réussir ses études? Alors, c'est ce que j'ai dit depuis le début, ne jamais se mentir à soi-même. Quand on se ment à soi-même, on devient très dangereux pour... voilà. Or, quand on est consciencieux de ce qu'on veut, si on vous amène à Mars, vous irez faire l'école. Bon, on connaît également des enfants qui sont allés faire des études très loin de leurs parents et qui ont réussi. Donc, tout est fonction du degré de conscience de celui-là qui va, je vais dire, à milieu de la cellule familiale. Il faudrait qu'il soit suffisamment conscient et qu'il sache que si il faudrait que demain, le lendemain soit meilleur, à dire c'est le travail, c'est le sérieux, il faudrait être sérieux. Si on n'est pas sérieux, l'issue sera douteuse, mais le péril certain. Voilà. Chers téléspectateurs, nous venons de terminer un entretien que nous pouvons considérer de fondamental pour la vie de chaque individu, pour la vie de chaque sujet humain. Il nous appartient de faire des choix les meilleurs pour nos enfants, de les laisser être libres et épanouis dans les choix qu'ils font, de les accompagner chaque fois en sollicitant leur avis, parce que leur avis, leur liberté, leur réussite constituent l'avenir de nos sociétés. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV. Merci infiniment, Dr. Di. J'ai été honoré, merci bien. Je vous en prie.